Le Point vous est présenté par Infomaniac, le cloud éthique. Estomaqué, ravi, euphorique même, ou alors complètement désespéré. En tout cas, les élections européennes qui ont eu lieu ce week-end laissent peu de monde indifférent, y compris chez nous en Suisse. L'extrême droite explose partout ou presque. Les crises politiques s'enchaînent en Belgique, en Allemagne, en France bien sûr. En France, qui vient un véritable feu d'artifice avant le 14 juillet. Il y a le feu, cette fois pour de vrai, à la Ve République. La poutraison va-t-elle résister? Et l'Union européenne, de son côté, est-elle à l'agonie? Est-ce une bonne nouvelle pour nous les Suisses? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur les Monts Bleus. Et le grand plaisir de recevoir autour de cette table Franz-Olivier Gisbert, le grand Fogg. Bonjour. Bonjour, qui est devenu exprès de l'œil du cyclone, exprès pour ce débat, pour débriefer, ce grand débrief. Alors on rappelle brièvement vos médailles. Ancien patron du Nouvel Obs, du Figaro et du Point, où vous officiez toujours comme éditorialiste. Vous êtes l'homme à l'oreille de qui ont murmuré tant de présidents et de ministres de la Ve République. Et vous leur avez consacré d'ailleurs une trilogie, enfin une quadrilogie, viens-je l'apprendre. Qui arrive. Dont le dernier opus est sorti cette année, le bien nommé Tragédie française, soit le déclin. Exactement, on ne peut pas être plus en plein. Le déclin de la France, de Mitterrand à Macron, frivolet, comme vous le surnommez. Vous rappelez d'ailleurs Malheur au pays dont le roi est un enfant. Votre livre est jubilatoire, vous arrosez à tout va, sans aucune considération écologique. Un ouvrage taillé pour le hamac ou la plage, les trois d'ailleurs, on va les rappeler. Histoire intime de la Ve République, Belle époque et Tragédie française. Benoît Gagnard, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes l'un des piliers du Parti socialiste vaudois, canal Pierre-Yves Maillard, veine syndicale et sociale. Donc, vous êtes d'ailleurs l'un des responsables de la grande fêtière des syndicats suisses, l'USS, chef de campagne, la campagne gagnante sur la 13e rente AVS. De l'autre bord, Alexandre Chevalier. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Vous êtes vice-président, vous, de l'UDC Genève, candidat à la candidature pour diriger la ville de Genève. Résultat attendu pour demain soir. Il y a un peu de rififi, me suis-je laissé dire. Mais vous connaissez la politique méchante. Alexandre Chevalier, vous êtes d'ailleurs un excellent connaisseur, comme Benoît Gaillard, des États européens qui nous entourent et bien sûr de la France. Et enfin, notre cher Philippe Ball. Bienvenue, éditorialiste maison, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter et l'auteur d'un autre livre très bon pour le hamac, Rire, paru aux éditions L'Observatoire, qui nous livre toute la finesse d'esprit et les nuances qui vous caractérisent d'abord, mon cher Philippe. Bienvenue à tous. Alors, pas une minute de répit. Depuis dimanche, une belle chienlit, comme dirait l'autre. La dernière en date, c'était d'hier. En date, en France, évidemment, c'est celle-ci. On écoute Éric Ciotti, le patron de Les Républicains. Donc il faut une alliance, c'est le sens de la Ve République. Une alliance avec qui, nous le faisons. Éric Ciotti? Une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez? Une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats. Une alliance à droite, avec tous ceux qui se retrouvent dans des idées droites, dans des valeurs de droite. Je crois que le pays n'a jamais été autant à droite. Il attend la droite, il attend des actes de droite. Le baiser de la mort, Franz-Olivier Gisbert. Oh, c'est plus compliqué que ça. Je pense que c'est intéressant, l'histoire d'Éric Ciotti, mais à mon avis, ce n'est pas fondamental. C'est quelqu'un qui joue une petite carte personnelle. Il y a certainement un petit deal qui a été fait sur Nice. Il aimerait depuis longtemps être maire de Nice. Le Rassemblement national est fort là-bas, il n'a pas de tête de liste. Justement, à mon avis, il y a une promesse qui a dû être faite là. Je pense aussi que il peut prétendre à un poste important si le RN l'emporte. Enfin, c'est loin d'être sûr. Mais si le RN l'emportait, il pourrait être par exemple ministre de l'Intérieur. Donc, je dirais, il y a certainement eu comme ça des échanges avec des promesses. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne voit pas avec quel député ça marche. Il y a certainement quelques députés derrière, 5, 6, 7, je veux bien croire 10, mais il n'y en a pas quelques dizaines, comme l'a dit Jordan Bardella, c'est même sûr que non. C'est même sûr que non, parce que la violence de la réaction des chefs à plumes de LR, je ne sais pas s'il y avait eu les déclarations immédiates. Laurent Wauquiez, de Gérard Larcher, Laurent Wauquiez qui est un copain d'Éric Ciotti par ailleurs, enfin qui était un copain, je ne sais pas si leur relation va rester bonne, mais si vous voulez, ça a montré qu'il y avait un problème et que
c'est vrai qu'on est plus dans l'histoire personnelle et c'est bizarre qu'après ça, disons, Éric Ciotti ne rende pas tout simplement les clés du parti, quoi. D'ailleurs, il est barricadé. Hein. Ça tourne au grand guignol, cette histoire. Il est barricadé dans le parti. Non, mais, si vous voulez, cette affaire-là, je pense que Ciotti exprime l'opinion d'une partie importante des électeurs LR. Mais c'est peut-être la moitié. Mais si on regarde du côté des élus, je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. Il y en a certainement qui seraient d'accord pour avoir des arrangements, c'est-à-dire... on ne présente personne là, on fait, vous voyez, ce qui a déjà été fait dans le passé d'ailleurs, hein, ce qui est fait peut-être d'ailleurs aussi avec, parfois d'ailleurs même avec la gauche ou avec l'extrême gauche, parce qu'ils savent tous faire ça, enfin avec LR, entre LR et RN, le PS, même peut-être LFI, si on regarde les choses de près, il y a des petits arrangements comme ça, hein, c'est clair, on le sait tous, mais pas partout. Mais vous voyez, de temps en temps, des petits gestes qu'on fait... Mais là, symboliquement, parce qu'ils étaient déjà pas très hauts, les Républicains, aujourd'hui, le dégât d'image, il est considérable. Philippe Ball, est-ce qu'on assiste à la fin de la droite libérale en France ? Ça ressemble, en tous les cas, à une fin du parti gaulliste, tel qu'il s'est tant bien que mal, UNR, UDR, RPR, etc., toutes ces déclinaisons du parti gaulliste. Là, tout d'un coup, il y a une explosion. C'est plus décliné, c'est un peu explosé. Est-ce que c'est une doctrine, la doctrine gaulliste, qui est en voie de disparition ? C'est possible, j'en suis pas sûr, parce que maintenant c'est transversal le gaullisme. Tout le monde se réclame, en quelque sorte, d'une certaine pensée gaulliste. Moi, je pense que cette explosion, elle vient du fait que les marqueurs du débat démocratique, la gauche et la droite, ont disparu depuis longtemps et qu'on continue malgré tout à s'opposer sur ces marqueurs, c'est-à-dire plus de social ou moins de social. En réalité, la droite libérale et la gauche libérale sont à peu près d'accord sur les chiffres de la redistribution. Donc c'est autre chose de non-dit qui oppose les gens à l'intérieur même des partis, à l'intérieur du parti gaulliste, à l'intérieur du parti socialiste, à l'intérieur... Il y a les souverainistes et il y a les européistes. Et c'est ça, la vraie opposition. Et le grand malentendu qui fait que les partis explosent aujourd'hui, c'est qu'on voit bien les souverainistes, qui sont aux extrêmes d'ailleurs, qui sont des aimants... qui attirent les souverainistes à eux, on voit avec Ciotti, et puis au milieu, il y a ceux qui croient encore, et qui savent, et qui constatent que le monde est mondialisé, et que l'Europe doit exister. Et que je pense que la fracture, elle est là, et elle est non dite, elle ne correspond plus aux oppositions depuis un peu avant 2005. Mais est-ce que le gaullisme, qui était aussi d'ailleurs un souverainisme, hein, on se souvient, il s'est opposé à Jean Monnet. De Gaulle se résignait à l'Europe. Il se résignait à l'Europe, il a quand même mis des bâtons dans les roues. Enfin, il a quand même lancé l'Europe, on peut dire. Il a lancé l'Europe, mais il s'est beaucoup opposé à Jean Monnet. C'est ce que j'ai dit. Et puis simplement, c'est vrai qu'il y avait une conception de l'Europe, un peu restrictive. L'Europe des nations. Mais franchement, on aurait l'Europe des nations aujourd'hui, ce serait peut-être pas plus mal. Enfin, parce que aujourd'hui, une espèce de machin qui ne correspond plus à grand-chose. Non, mais je pense qu'il faut la revoir aussi, cette Europe-là. Elle sera revue fatalement. Parce qu'il ne faut pas trop continuer comme ça, une espèce de machin bureaucratique, Ursula von der Leyen, enfin bon, tout ça, je crois que tout ça va être revu à un moment donné. Alors, pas forcément d'ailleurs à l'occasion des dernières européennes, mais je pense que la logique voudrait qu'il faut qu'on sorte du modèle jacobin, parce que c'était le modèle en fait de Jacques Delors, quand il a fait l'Europe, d'ailleurs avec Mitterrand et avec l'accord des Allemands, mais c'était une vision un peu jacobine de l'Europe. Je pense que l'Europe, il faut laisser les États vivre un peu plus, et bon, la Commission doit laisser un peu plus de marge aux États. Mais cette droite libérale, Alexandre Chevalier, vous êtes toujours encarté, LR d'ailleurs ? Non, j'ai été encarté longtemps chez LR, je ne suis plus. Pourquoi ? Parce que je trouvais qu'il n'y avait plus de colonne vertébrale. Encore une fois, c'est une droite qui a perdu les valeurs, les idées, les gens qu'elle devait défendre. Pour revenir juste sur la question, moi ce que je trouve intéressant, pour mettre un peu de nuance, c'est que qui est LR et d'où vient LR ? LR, ce n'est pas aujourd'hui l'héritier du RPR. Entre deux, il y a eu l'UMP. Et l'UMP, c'était la fusion des centristes, des libéraux et de la droite du RPR. Et une grande partie, notamment les jupéistes, avaient quitté cette UMP devenue LR par Sarkozy avec Macron et avec Édouard Philippe. Mais il en restait une partie. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la clarification finale, totale et la liquidation de l'UMP. Et donc, on voit aujourd'hui un certain nombre de chapeaux à plumes qui sont contre Éric Ciotti, qui jouent un peu les vierges effarouchées, mais on parle quand même d'un parti qui, en son sein, à l'époque du RPR, avait Charles Pasqua,
était extrêmement à droite, avait Chirac avec le bruit et les odeurs, avait cette fameuse congrès des début des années 90 avec l'UDF, où le programme, franchement, avait rien à envier à celui du Rassemblement national de Jordan Bardella aujourd'hui. Et donc, je crois que cette clarification, elle était nécessaire aussi pour le militant, parce que le militant de base, et notamment le militant, je dirais, LR du Sud, d'où vient Éric Ciotti, il est déjà... particulier. Hein. Oui, mais il est déjà philosophiquement dans cette idéologie d'être proche d'union des droites qui était réclamée depuis longtemps. Je crois qu'Éric Ciotti, pour élargir un petit peu au niveau international européen les choses, a tenté ce qui existe en Italie depuis 30 ans, à l'époque, grâce à Berlusconi, dont je rappelle aujourd'hui, c'est l'année d'ailleurs de l'anniversaire de sa mort, aujourd'hui même, qui a créé ce qu'ils appellent le centre droit en Italie, avec 3 composantes bien distinctes, c'est-à-dire une composante libérale, c'était Forza Italia, une composante régionaliste, nationaliste avec la Lega qui s'est ouverte à l'Italie avec Salvini, et puis une composante Alleanza Nazionale qui s'est transformée avec Meloni en Fratelli d'Italia, qui aujourd'hui est une droite nationale, conservatrice, populaire. Et donc, il y a eu la tentation de se dire depuis longtemps, chez les militants, hein, pas chez les cadres, mais chez les militants LR, d'arriver enfin à cette union, et puis ça durera ce que ça durera, mais il y a eu la sensation, un peu le frémissement hier, qu'en France, il pouvait y arriver. D'ailleurs, intéressant, les médias italiens parlaient de la composition du centre droit, comme ils le connaissaient en Italie et en France hier. Benoît Gaillard, si on élargit un peu, cette droite libérale, chez nous, il ne faut pas fanfaronner non plus, le PLR s'effondre. Alors en Allemagne, on voit les images, c'est vrai qu'il a très bien tenu le coup parce qu'il y a eu cet effet réfractaire, en tout cas dans l'Allemagne, l'ex-Allemagne de l'Ouest, cet effet réfractaire à la montée de l'AfD, mais c'est une exception. Partout, elle s'effondre, cette droite libérale, à commencer par la Suisse. Disons que c'est un projet, ça a été bien exposé par M. Chevalier sur l'histoire française, disons, du temps long des dernières décennies. Sur les dernières années, dans la plupart des grands pays européens, il n'y a en fait rien de nouveau à ce qu'on constate aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une lente ouverture sur la droite radicale, la droite dure, l'extrême droite, qui est préparée dans la plupart des grands courants conservateurs. On pourrait ajouter à la liste qui a été faite tout à l'heure les mouvements au sein de la CDU allemande. Alors on dit aujourd'hui, oui, l'Allemagne de l'Ouest a voté encore classiquement CDU au lieu de voter directement AfD. Mais enfin, c'est une CDU qui a complètement viré sur la droite depuis l'ère d'Angela Merkel. C'est évident. Non, c'est absolument, c'est absolument clair. C'est vrai. Après, il y a un effet ineffigie. Non, vous regardez les déclarations des dirigeants, c'est extrêmement clair. Il y a eu cette tentation du baiser de la mort aussi. Il y a eu cette tentation du baiser de la mort en Allemagne. Il y a 10-20 ans déjà, ils étaient accusés d'être très à droite. Je veux dire, c'est toujours la même histoire. C'est quand on se place du point de vue de la gauche, la droite devient de plus en plus à droite. Ça fait rigoler tout le monde. Non, c'est pas vrai. L'AfD d'aujourd'hui, c'est pas sérieux. Les dirigeants est très séparé de la CDU. C'est de la politique en bande dessinée, ça. Les dirigeants de la CDU d'aujourd'hui, ils n'ont rien à voir en termes de ligne sur la question, par exemple, de est-ce qu'on crée un clivage entre immigrés et Allemands ou est-ce qu'on crée un clivage entre les classes moyennes et puis éventuellement les gens qui ne travailleraient pas suffisamment, etc. Ça n'a rien à voir. Madame Merkel est avec la CSU qui est plus à droite que la CDU, mais de toute façon ils sont alliés. Je crains que vous ne confondiez. On a un avantage en Suisse, c'est qu'on parle allemand et donc oui, bien sûr, moi aussi, mais voilà. Disons, vous regardez la ligne des dirigeants actuels, elle est d'avoir fait un virage sur l'aile en disant oui, on doit quand même reprendre le contrôle de l'immigration et d'essayer de faire émerger ce normal. Si on est au pouvoir, on prend le contrôle de l'immigration. Et en Allemagne, en ex-Allemagne de l'Ouest, c'est vrai qu'il y a eu... Monsieur Gisbert, ils ne sont pas au pouvoir. Mais enfin, c'était... Je fais cette incise, c'est vrai qu'en ex-Allemagne de l'Ouest, il y a eu cet effet réfractaire à l'AfD. Je vous montre une photo de famille. Je sais qu'ils ne sont pas au pouvoir, merci. Je vous montre une photo de famille, c'était pris récemment dans le sud de l'Allemagne. C'est vrai que depuis les turpitudes de l'AfD, ça a beaucoup choqué en Allemagne de l'Ouest et donc probablement qu'effectivement ils ont préféré voter massivement de CDU, CSU contre la coalition gouvernementale d'ailleurs que pour faire barrage à l'AfD, mais parce qu'ils ont une tradition effectivement vis-à-vis du nazisme qui est un petit peu différente du reste de l'Europe. Ça n'empêche que la ligne de la droite allemande a beaucoup changé depuis l'époque d'Angela Merkel et ça, je suis navré, je ne vais pas le retirer. Heureusement, parce que vous avez vu l'état dans lequel elle a laissé le pays. Voilà, d'accord, donc il ne faut juste pas confondre le gaz russe et le normatif. La fin du nucléaire. Si c'est parce que vous êtes d'accord avec le changement, c'est une chose. Maintenant, vous ne pouvez pas contester que le changement a eu lieu. Maintenant, moi, ce que je veux dire, qui me semble quand même important, c'est que dans toute la droite est de plus en plus à droite. C'est toujours la même histoire, mais ils devraient être non fascistes. Mais alors, qui dit ça? Que veut l'électorat? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit effectivement... Non, mais à part ça... Attendez, on commente le fait que M. Ciotti
président des Républicains, fait pour la première fois en tant que président de parti, probablement désavoué, je suis tout à fait d'accord avec vous, je fais la même analyse, probablement désavoué par le gros de ses troupes, mais enfin, c'est le premier président d'un parti héritier du gaullisme en France, qui dit ouvertement on va s'allier avec le Rassemblement national. Et après, c'est moi le paranoïaque qui dit que, en l'occurrence... On parlait de l'Allemagne, on parlait pas de Ciotti. Non, mais excusez-moi, allez on va voir pas ce qu'a repasser fait la la bande. CDU. Mais allez voir l'évolution de la ligne de la CDU depuis qu'ils ont quitté le pouvoir et la grande coalition. Ce que je vous dis est évident. Il n'y a pas un commentateur allemand qui dira autre chose. C'est un durcissement de la ligne de la CDU. Et leur grande question, c'est est-ce qu'ils estiment que sur leur droite... Ah oui, alors ça, bien sûr, c'est un droit, alors que je ne vous aliénerai jamais. J'aimerais juste terminer sur une chose. Ce vote, finalement, comme on le constate en France, mais aussi en Allemagne, c'est très fortement un vote que j'aimerais pas qu'on réduise seulement à l'expression d'une espèce de racisme atavique, de xénophobie, etc. C'est évidemment désolant que ça se traduise par ça, et personnellement, j'y serais toujours opposé. Mais ce qu'ont démontré des gens comme Jérôme Fourquet ou comme Thomas Piketty, c'est que ça vient d'un sentiment de désaffection, d'un sentiment de perte de repères, un sentiment de dire mais on n'a plus de contrôle sur nos vies, sur la façon dont ça se passe économiquement, sur ce qui va nous arriver à la retraite, etc. Et ce que je regrette, c'est qu'ils se préparent à ça, avec le rapprochement malgré tout entre conservateurs classiques et extrême droite, tel qu'on le voit en France, mais tel qu'on le voit aussi dans d'autres pays, ça a été souligné par M. Chevalier pour l'Italie, et malgré tout, ça se prépare en Allemagne, eh bien, ils vont avoir droit à une réponse encore plus dure. Et j'ai trouvé, simplement je vais terminer là-dessus, j'ai trouvé spectaculaire de voir hier M. Bardella dire en tout premier, pour dire les choses que finalement peut-être il ne ferait pas, c'est on ne reviendra pas sur l'histoire de la retraite à 64 ans en France. Et donc, je pense que se prépare à l'expression d'une perte de repères, de dépossession qu'on voit en France, qu'on voit en Allemagne, qu'on voit en Espagne, qu'on voit en Italie. Il se prépare une réponse extrêmement dure. Et c'est ça qui m'inquiète, parce que si c'est la coalition libéraux extrême droite qui l'emporte dans les différents pays et même qui influence la ligne de l'Europe, eh ben alors c'est sûr, il n'y aura pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus de social. Ça, il n'y aura pas. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des constats concrets de ces élections européennes. Alors, Franck-Olivier Gisbert, est-ce que justement cette droite, cette coalition, elle va prendre le pouvoir d'ici 3 semaines ou pas la coalition, le Rassemblement national. Moi, je sais pas, pour moi comme ça, mais pour l'instant, de toute façon, on ne peut pas vraiment croire au sondage qu'on a, parce que d'abord, les gens vont se décider certainement au dernier moment, comme toujours, mais je pense que le Rassemblement national risque d'avoir autour de 200, 250, il va quand même avoir énormément de députés. Il n'aura pas suffisamment de députés, à mon avis, pour avoir la majorité. Et donc, on va avoir une situation un peu comme celle que nous connaissions en France jusqu'à présent. C'est plutôt mon idée, mais ça peut changer d'ici là, parce que la campagne n'a pas commencé, puis ça va être une campagne très, très courte, donc tout peut arriver. Mais je pense que on risque d'avoir une situation un peu comme celle d'aujourd'hui, avec un gouvernement minoritaire, plus minoritaire encore que l'était l'actuel, parce que faut bien dire que Macron, il lui manquait une trentaine de députés quand même, qu'il n'avait pas. Et donc, il a fait croire, parce qu'il n'a pas voulu regarder la réalité en face, il a cru peut-être lui-même, oui, qu'il avait gagné les élections législatives en 2022. Il avait perdu, il les avait perdus, il n'a pas voulu le reconnaître, il n'a pas voulu faire de coalition, comme on aurait fait dans n'importe quel pays, d'essayer d'élargir sa majorité, comme l'avait fait Mitterrand en 1988, quand il a perdu les législatives. Mitterrand, avec Rocard, il a composer un gouvernement bourré de centristes qui avaient leur mot à dire dans la politique gouvernementale, puisque les centristes avaient souvent des postes ministériels très importants. Bon, Macron n'a pas essayé de faire ça. Il a essayé il a foncé avec des 49-3, c'est-à-dire un système de blocage, permet vote bloqué. Oui, de vote bloqué, si vous voulez, à l'Assemblée nationale, qui n'est pas génial du point de vue démocratique. Et effectivement, on est arrivé à une situation, bloquée, mais ça va continuer. Vous avez 2 cas de figure. Moi, je pense que ce sera soit victoire du RN, mais j'ai du mal à y croire, mais ça peut être une victoire quand même, on ne sait pas, parce que de toute façon, ça ne fait que commencer, soit un système bloqué comme le système d'où nous sortons, et qui, de toute façon, n'aboutira à rien. Non, je ne dirais pas que c'est pire, mais si vous voulez, le vrai problème de la France, c'est qu'on est aujourd'hui dans une crise fondamentale qui n'est pas une crise politique seulement, qui est une crise financière, parce que la France a été très mal gérée depuis des années, et on a effectivement un endettement qu'on peut qualifier de surendettement, et qui est assez abyssal, et c'est un endettement qui, contrairement par exemple à l'endettement de l'Italie, qui est supérieur, contrairement à l'endettement de l'Italie, qui est un endettement à l'étranger, c'est-à-dire le Qatar, la Chine, enfin nos créanciers, si vous voulez, ne sont pas des gens à qui on va dire...
On va en reparler plus tard, parce que ce sont des gens qui pèsent, quoi. Et il y a ça, il y a une crise sociétale, il y a une crise culturelle, je dirais, il y a une crise civilisationnelle. C'est un pays qui s'interroge, qui a peur, qui est angoissé, et donc, je pense que comment dire, la crise est telle. De toute façon, ça ne sera pas réglé comme ça. C'est-à-dire, on rentre dans une période un peu compliquée. Je ne dis pas que la décision de dissoudre par le président de la République n'est pas une bonne décision, parce que, de toute façon, c'est toujours bien de donner la parole au peuple. Je pense simplement l'erreur qu'il a faite, enfin, je pense qu'il a fait sciemment, et c'est pas très bien. Il aurait fallu prévoir un temps un peu plus long pour le débat et pour la campagne électorale. Une élection comme ça en 3 semaines, c'est pas très sérieux. Et ça ne va pas forcément donner des bons résultats, parce que les Français n'ont pas vraiment le temps d'échanger, quoi. Je crois que ça a été fait pour ça. Mais c'est le cas de toutes les dissolutions, parce que toutes les dissolutions sont suivies par des élections extrêmement rapides. Oui, mais pas 3 semaines. Pas 3 semaines. Là, c'est vrai qu'il y a l'excuse des JO. Non, c'est parfois. Non, on peut s'appeler jusqu'à 5 semaines. 5 semaines. Ah, oui, il a choisi la fenêtre. Et là, c'est des vacances. Oui, il a fait exprès. Il a fait exprès. C'est 2 week-ends de départ. Non, c'est fait exprès. Ouais. Et il aurait pu dire. Non, franchement. Et puis en plus, je pense qu'il arrive dans une situation où il aurait été obligé de dissoudre à un moment donné, parce que sur le plan législatif, il était vraiment coincé. Et forcément, c'était effectivement au budget, ou même peut-être à l'occasion d'une motion de censure en septembre. Bon, il a voulu précipiter le mouvement, avoir la main, mais c'est pas génial. Je pense que c'est pas génial à l'arrivée. C'est-à-dire que les gens vont voter sans regarder vraiment les enjeux. Il n'y aura pas de débat. Tout ça va aller très vite. C'est déjà l'été. Les gens pensent à autre chose. Et donc... tout ça va fausser aussi les résultats. On peut quand même être un peu plus dur, même encore avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire que moi, je trouve, disons, observer de Suisse, on est aussi là un tout petit peu pour ça. Il y a un côté... Je prends la démocratie, alors qui est en tant que telle quelque chose de positif, et j'en fais une sorte de jouet que j'agite, et je convoque les électeurs en moins de 3 semaines, qui, honnêtement, pour nous, il y a une forme d'hubris, là, d'espèce d'ivresse du pouvoir, de dire, puisque j'en ai le pouvoir, je le fais, et puis débrouillez-vous avec ça, et faites vos listes, etc., qui, honnêtement, non, mais qui a quelque chose d'un peu effrayant, et qu'on peut critiquer, pas seulement, si vous voulez, je rejoins ce que vous dites, sur l'angle de dire, c'est pas pratique, c'est pas, etc., il y a une vraie critique politique à faire de ça. C'est-à-dire que c'est le fait du prince, alors qui est tout à fait constitutionnellement autorisé, je ne critique pas. Mais enfin, il y a toujours la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Et disons, l'esprit de la législative anticipée, c'est quand même de permettre aux gens, si possible, de se refaire un tout petit peu un avis dans les crises, de dire où est-ce qu'on veut aller, etc. Là, qu'est-ce qui va se passer? On va voir immédiatement des campagnes qui vont partir directement dans les circonscriptions avec des candidats désignés d'ici le 20, ça doit être déposé dans les préfectures. Donc en fait, on va parler de personnes, etc. Et en fait, 48 heures pour déposer les candidatures. Oui, mais moi, je trouve qu'on doit dire... Attendez, Franz-Olivier Gisbert. Je pense la même chose. Vous l'avez effectivement surnommé frivolet, sans colonne vertébrale. Mais est-ce qu'il n'y a pas un effet accélérateur d'histoire chez Emmanuel Macron? Regarde cette séquence. J'attendais cet instant où je vois de l'Olympe. Peter Ustinov, donc Quo Vadis, évidemment Néron face à Rome qui a mis le feu. Est-ce qu'il y a un côté comme ça chez Emmanuel Macron? On voit vis-à-vis de la droite, on verra aussi vis-à-vis de la gauche, mais ce côté accélérateur de l'histoire, c'est peut-être ça qu'on retiendra de lui. Accélérateur d'histoire, je ne sais pas, destructeur de la vie politique et de la classe politique, certainement avec une première étape déjà en 2017 et puis maintenant. Néron, c'est parfait, c'est comme ça que moi j'aime l'appeler, donc je trouve que l'extrait était... C'était le surnom était juste parfait, pas Madame Chirac. Bernadette Chirac, donnée à Villepin. Villepin comme ça. Mais Chirac a créé la dissolution de confort en 97. D'ailleurs, Devedjian a une phrase magnifique lors de la dissolution. Il disait nous étions dans une pièce remplie de gaz. Chirac a allumé... le briquet pour y voir plus clair. C'était à peu près ça déjà à l'époque, et aujourd'hui, c'est ça en pire, évidemment. On doit relever quand même aussi, je disais, par rapport à ce que disait M. Gaillard sur d'autres pays, notamment l'Espagne, il y a la radicalité. Aujourd'hui, en Espagne, la radicalité, elle est notamment de gauche, avec une prise d'otage de l'extrême gauche et des indépendantistes sur un gouvernement qui se veut modéré. Et cette radicalité, elle se transporte en France aussi avec LFI. Et c'est bien le risque aujourd'hui, c'est de voir 2 radicalités qui vont s'affronter dans les législatives, dans les circonscriptions, où vous aurez vraisemblablement des duels qui seront des duels de l'ensemble de l'alliance de droite, si elle a lieu un jour, avec cette alliance dite Front populaire de gauche, et il n'y aura plus d'espace au centre. Et dans ce que vous disiez,
pour 1988. La différence, c'est que les centristes, évidemment, ils viennent quand il y a des Marocains. Le problème, c'est qu'ils sont déjà tous dans la majorité de Macron. Donc, il n'y a plus d'autres centristes à qui donner des Marocains. Et c'est ça la difficulté que Macron a pour élargir sa base. Excusez-moi, mais après législative, il pouvait très bien... Alors, tout le monde, franchement, il y avait LR, il y avait 60 députés. Il lui manquait une trentaine de députés. Et il pouvait travailler avec LR et une partie de la gauche également, puisque... Elle était enfermée dans la NUPES, c'est faux. Elle était enfermée dans la NUPES, dans cet accord. Les socialistes étaient dépendants de la NUPES. Il y a eu quelques députés socialistes qui se sont présentés contre des députés de la NUPES, contre des candidats de la NUPES, un certain nombre d'élus dans l'Aisne ou ailleurs, etc., ou également dans l'Est de la France, et qui sont passés, qui étaient donc des sortes de survivants, et qui ont rejoint le groupe Lyot. Et tous ces gens-là, il y avait possibilité de faire quelque chose, vous voyez, mais il fallait construire, il fallait perdre un peu de temps. Je pense que le problème de Macron, c'est qu'il n'aime pas palabrer, c'est certainement un mot qu'il emploie, il n'aime pas négocier, en fait. Et en fait, la politique, c'est aussi négocier. La politique, c'est partager, déléguer. Déjà, il n'aime pas déléguer. Mais je pense qu'il n'aime pas, si vous voulez, même le contact avec il aime bien décider, mais en fait, il ne décide pas puisqu'il parle tout le temps. Parce qu'il vous ne pouvez pas gouverner et parler. Enfin, c'est une sorte de commentateur permanent de lui-même, mais en même temps, on cherche toujours le fond de la politique. C'est ça son problème. Et sur le déni démocratique, moi je suis d'accord tout à fait avec ce qu'a dit M. Gaillard, c'est que on vit, parce que dans les crises dont vous parliez tout à l'heure, moi j'ai oublié la crise démocratique. Parce que c'est vrai qu'il y a très clairement une crise démocratique, c'est-à-dire là, on accepte l'idée, parce que je suis désolé, je reviens là-dessus, c'est 3 semaines, et c'est pendant les vacances, c'est pendant les vacances, deuxième tour en plein pendant là, on accepte l'idée que finalement, on va voter sans débat, comme si les gens savaient déjà. Voilà, ça c'est pas bien. Mais institutionnel. Juste, pardon, sur la gauche, pour embrayer sur la gauche, parce que l'autre grande destruction à laquelle on va sûrement assister, après une petite remise en selle de Raphaël Glucksmann, c'est effectivement la disparition aussi définitive du socialisme. Là, on voit. Non, c'est la question que je pose. Je vous pose la question. D'abord, je la pose à M. Gaillard. Mais c'est pas fini, c'est fini tant qu'il y aura. Alors, je pose la question à M. Gaillard. Tant qu'il y aura les croque-morts, là, Olivier Faure, etc. Mais vous verrez à un moment donné. Ce ne sont pas des fossoyeurs. Est-ce que ce ne sont pas des fossoyeurs comme Olivier Faure, qui justement s'allie dans le Front populaire aujourd'hui à LFI? Ils reviendront. Les personnes en question, je pense qu'on n'a pas forcément les dirigeants les plus brillants en ce moment dans la social-démocratie européenne en général, mais je ne veux pas forcément entrer là-dedans. Ce qui est vrai, c'est que l'Europe, puisqu'on est quand même là pour réagir aux résultats des élections européennes, l'Europe, dans les faits, depuis des années, est dirigée par une grande coalition. Ou comme vous l'avez dit, M. Val, très justement, une forme de droite plus ou moins modérée selon les pays, puisque c'est quand même l'Europe, il y a quand même des nations, et une forme de gauche plus ou moins dite modérée, se sont un peu mis d'accord, et les uns disent on est d'accord, finalement il faut quand même un petit peu moins d'État social, un petit peu moins de dette, un peu plus de libéralisation, privatiser les services publics. Je vais un peu vite, mais pour me faire comprendre. Et puis les autres ont dit ok, on va quand même pas vous forcer à attaquer le cœur de l'État social, comme vous l'avez dit, on est d'accord qu'il reste quand même une forme d'État social. On construit aussi une espèce de discours de souverainisme européen qui est censé aller chercher aussi à gauche les néo-chevènementistes, etc. Et puis, ça a gouverné l'Europe. Et puis, les gens commencent, désolé, en fait, ils en ont un peu marre, parce que dans ce projet-là, ils sont mis en concurrence avec des gens dans des pays où le salaire minimum est à 300 ou 400 euros. Ils se retrouvent avec des délocalisations industrielles qui se font encore aujourd'hui en majorité au sein de l'Union européenne. Donc, les délocalisations, par exemple, les usines qui ferment en France, alors parfois, elles rouvrent nulle part, mais enfin, quand elles rouvrent ailleurs, la plupart du temps, c'est dans l'Union européenne. Oui, mais donc, les gens, excusez-les, ils en ont un tout petit peu marre. Et effectivement, cette espèce de petit balancier, je dirais, central, un tout petit peu plus de gauche, un tout petit peu plus de droite, on est un petit peu plus ouvert, on est un petit peu plus social, etc. Ils en ont marre. Alors, cette fois-ci, ça s'exprime par une polarisation forte sur la droite, et pas qu'en France, ça c'est clair. Mais à l'inverse, moi je ne suis pas comme vous, je pense que c'est une chance aussi pour la gauche, et in fine pour la démocratie, s'il y a une repolarisation aussi sur la gauche. Et moi, alors honnêtement, me faire traiter de populiste, ça m'a jamais fait peur. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire en réalité, parce que il y a une grande tradition du populisme américain, il y a d'autres traditions du populisme dans des républiques en Europe. Si à la fin, le populisme, c'est d'oser dire qu'il y a des conflits dans la société, qu'on se met pas à la fin d'accord autour d'une table à Bruxelles pour dire ouais non, mais de toute façon, techniquement, c'est à peu près comme ça qu'il faut faire, etc. Mais qu'il y a des gens qui s'engueulent, excusez-moi, passez-moi l'expression. Il y en a qui trouvent qu'il faut plus d'impôts, il y en a qui trouvent qu'il faut moins d'impôts, il y en a qui trouvent qu'il faut plus partager, il y en a qui trouvent que c'est plus chacun pour soi. Super populiste. Mais alors moi, j'admets qu'on soit populiste. Et je pense que c'est une excellente nouvelle. Et c'est là que peut-être
in fine, en enjambant ces élections législatives un peu mal foutues parce que trop rapides, etc., cette décision peut avoir du bon pour la France et j'espère peut-être ailleurs, c'est qu'on va rappeler que, bah oui, il y a une gauche et une droite. Ils n'ont jamais été unis, jamais il y a eu la gauche où tout le monde était d'accord. Mais vous avez lu le programme du Parti communiste au moment du Front populaire dans les années 30, mais on se tire des balles, c'est dirigé depuis Moscou, etc. Ils font quand même alliance avec la SFIO. Donc, dans l'absolu, il y a toujours eu des divisions. Et au sein de la droite, en fait, vous l'avez très bien dit, la droite Pasqua, honnêtement, elle ne faisait pas très plaisir à voir. Certains se seraient aussi bouché le nez vis-à-vis de la droite Pasqua. Apparemment. Ouais, Apparemment, parce que Pasqua était moins à droite qu'on ne pense. Il avait un habillage, un déguisement de droite. Je termine en une seconde. Oui, avec ses gars. Non, le retour d'un clivage entre la gauche et la droite, qui permet aux gens d'avoir le choix clair entre l'option libérale, l'option du marché, l'option où les gens sont en concurrence, et puis l'option où, effectivement, on met un peu plus en commun, on renforce les services publics. Je trouve que ça, c'est une excellente nouvelle. Je regrette que ça se traduise aujourd'hui par le Front National, l'AFD, tout ça, etc. Mais si on peut enjamber cette phase, en arrivant à ça... Mais oui, mais... Pourquoi vous dites AFD et pas LFI? Je l'ai dit, je peux vous le dire. Moi, je suis pas d'accord avec tout ce que fait Soumar en Espagne. LFI est une réponse à Bardella. D'ailleurs, il y a un constat très intéressant, c'est que parmi les jeunes, les primo-votants, il y a une plus forte mobilisation. Une partie est partie soutenir Bardella et une partie est partie soutenir LFI. C'est devenu une espèce d'effet de mode de Glapir, LFI, les proportions étaient assez partagées. Je vois sans doute les propos qui vous font réagir. Je ne les partage pas dans leur entièreté sur les questions notamment de conflits Israël-Palestine, etc. Ce n'est pas forcément le seul sujet que je connais le mieux. D'ailleurs, je ne me prononce pas sur ce sujet-là. LFI est la force politique qui a osé redire dans le débat politique français, les amis, il n'y a pas que la voie centrale de la Commission européenne où il faut se désendetter, privatiser, libéraliser. On peut aussi choisir une autre voie. Beaucoup de voix à droite aussi. Évidemment. Monsieur Val me dit que je ne parle pas d'LFI. Alors je parle d'LFI. Ça, j'assume. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais alors la question, c'est vrai que cette gauche, d'ailleurs, quels que soient les pays européens, la droite, extrême droite ou droite dure, elle ne se ressemble pas. Elle a des grandes variations, de la même manière que ces gauches populistes aujourd'hui, qui effectivement fonctionnent très bien. On va écouter l'alternative aussi Die Linke, Sarah Wagenknecht, on l'écoute, qui va créer une alternative à l'AfD et qui tient un discours qui est différent de celui des LFI, mais qui quand même tranche par rapport à la gauche social-démocrate. On l'écoute. Beaucoup aujourd'hui associent plutôt la gauche à une politique d'identité favorable aux militants écologistes, à l'ouverture des frontières pour tous ou au langage inclusif. Pour beaucoup de gens, c'est ça la gauche, mais pas pour moi. Celui qui se solidarise avec les militants écologistes et fait bouillir les citoyens ordinaires de rage ne rend absolument pas service à l'environnement et ne doit pas s'étonner si son électorat va voir ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, François-Olivier Gisbert, justement, la chance de la gauche, c'est une forme de populisme, quelle que soit sa déclinaison, hein. Bon, contrairement à M. Guerre, je ne me réjouis pas de la situation aujourd'hui parce que nous, c'est pas clair. Moi, je crois bien, tout à fait, je suis d'accord avec son schéma sur une démocratie, elle avance sur deux pieds, c'est-à-dire à la gauche et à la droite. C'est le système, ça. Il est brouillé partout. Il est brouillé parce que, Die Linke, c'est quand même pas la gauche, excusez-moi, c'est un ramassis de gens nostalgiques de l'Allemagne de l'Est. D'ailleurs, ça marche qu'en Allemagne de l'Est, comme d'ailleurs l'AfD, d'ailleurs, parce que c'est quand même deux purulences qui sont complètement qui sont les héritiers du communisme, en fait, parce que ça vient du communisme, en fait. Bon. Et puis, chez nous, je suis désolé, mais regardez, LFI, c'est aussi... je ne sais pas trop ce que c'est, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de similitudes. C'est comme un courant trotskiste. Parce que, par exemple, l'extrême droite, vous parlez beaucoup de l'extrême droite, mais je ne vois pas trop la différence entre le programme économique de Mélenchon, enfin de LFI, donc, et le Rassemblement national. Pour moi, c'est à peu près pareil, hein, quand même. De toute façon, on va dépenser beaucoup, on s'en fout, etc. Parce que d'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est un peu le problème pour la France, d'ailleurs, et peut-être ça fera que ça risque de durer longtemps, cette histoire de Rassemblement national. Le Rassemblement national est un parti, alors attrape-tout, on peut se dire c'est pas grave, mais surtout c'est un parti ouvrier. C'est-à-dire qu'il a pris la place délaissée par la gauche, qui a décidé à un moment de ne s'intéresser plus qu'aux bobos, et les travailleurs, c'est-à-dire le peuple, ce qu'on appelait le peuple pendant le Front populaire, hélas, il a filé à l'extrême droite, et je suis pas sûr
qui reviennent facilement sur la gauche. Vous voyez, c'est ça aussi le problème. Mais je pense que de toute façon, on est reparti, pour revenir là, sur la conversation par laquelle on avait commencé, on est reparti quand même sur une espèce de reconstruction à un moment donné, avec la fin du macronisme, parce qu'elle est programmée, la fin du macronisme, un jour ça va s'arrêter, et chacun va retourner chez soi, c'est-à-dire la gauche va se refaire un peu, et elle a besoin en France, et elle va se refaire autour d'une social-démocratie, parce que c'est elle, c'est quand même, excusez-moi, c'est le Parti socialiste qui peut reprendre le flambeau, et pas LFI. Les LFI, c'est quand même un truc pour des gens, comment dire, un peu particuliers, vous voyez, des gens un peu... Monsieur Gisbert, Et de l'autre côté, la droite, autour de ce sera LR, ou ça s'appellera comme ça, ou autrement, qui est quand même... parce que je n'étais pas d'accord du tout avec ce que disait Philippe au départ sur la tradition gaulliste qui est partie de LR, parce qu'au fond, les LR qui restent aujourd'hui, ce sont des survivants. Ce sont des gens qui se battent envers et contre tout, et qui sont élus toujours sur le fil, par hasard, et qui ont une mentalité un petit peu différente. Vous voyez, ce sont des gens très durs, quoi. Ils sont dans leur tranchée, le couteau entre les dents. Il y a l'ISNAR qui amène quelque chose d'un peu différent justement dans ces droites-là, aujourd'hui avec un parti qu'il est en train de séparer des LR qui s'appelle Nouvelle Énergie. Oui, mais il n'y a pas que lui, ils sont tous pareils. Non, il a une idée d'État différente, il a une idée d'affronter... Roulez pour l'ISNAR, si vous voulez, mais il y en a plein, franchement, on peut citer les noms, moi je ne vais pas faire la liste, parce que ça prendrait un peu trop de temps. Ce que je veux dire dans la confusion, c'est que les thèmes principaux qui portent qui portent LFI et qui portent le Rassemblement national, ils se ressemblent beaucoup, sauf sur 2-3 trucs. Mais d'abord, le public à qui ça s'adresse et le rapport à l'immigration. Mais pour le reste, c'est un mépris total pour la dette, alors que c'est fondamental. C'est fondamental. Enfin, c'est le problème des finances publiques. Finances publiques, et vraiment, c'est le problème. Arrêter avec les déficits des finances publiques. C'est ça. Finances publiques. Donc c'est-à-dire profondément la politique intérieure. C'est en gros, parce que c'est gouverner, c'est administrer l'impôt, quoi. Bon. Donc ensuite, la deuxième chose, c'est la politique extérieure. Donc ils sont d'accord sur ces deux choses, c'est-à-dire ils sont plutôt pro-russes que pour l'Ukraine. Oh, arrête. Ah bah oui. Ils sont pro-russes. Voilà, c'est ça. Plutôt pro-russes. Non, mais ils sont pro-russes. Ils sont pro-russes. Ils n'osent pas. Voilà. Donc les deux, sur les deux. Ils n'osent pas le dire trop clairement, mais enfin, ils sont très clairement. Sur les deux fondamentaux. Sur les deux. Évidemment. Sur les deux fondamentaux. LR. Non, mais attendez. Non, pardon, pas LR, excusez-moi. Le RN. LFI et le RN. Et le RN sont poutinistes. Bah oui, et je dirais même poutinolâtres. Ils ont donc ces deux choses essentielles. Politique intérieure, la dette, ils s'en foutent, c'est-à-dire que l'État peut s'effondrer, tout à fait. Rien à foutre. Ils veulent se désengager de l'Europe et ils sont pro-russes. Ils ont ces trois choses-là en commun, c'est énorme. C'est énorme. Mais vous êtes en Suisse, Philippe Val, dans un pays où le parti majoritaire est pro-russe aussi, l'UDC. Hein. D'ailleurs, on adore la Russie, ça n'a rien à voir avec Poutine. Hein. J'ai pas dit pro-russe, j'ai dit pro-Poutine. Pro-neutralité, on va dire ça poliment. Parce que nous adorons la Russie. Mais qu'est-ce que vous voulez, on n'aime pas les dictateurs tyranniques. Non, mais moi, honnêtement, je ne veux pas faire, je veux pas vous faire l'insulte de dire que le seul mouvement qui vaguement de temps en temps reçoit des opposants au régime de Poutine. Non, mais il faut reconnaître ça aux amis de M. Mélenchon, c'est que c'est ceux qui ont encore vaguement des liens avec les gens qui en Russie se battent pour la démocratie. Non. Personnellement, non, ça vous charriez. Là. Non, c'est vrai. Non, vous regardez. C'est ce qu'ils ont dit, mais c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Mais Navalny, c'est pas vrai. J'ai organisé moi-même une manifestation un mois après le lancement malheureux de cette opération russe. On a fait venir des gens. Ils nous ont dit, nous en France, les correspondants qu'on a sont effectivement dans les partis d'extrême gauche. Non. Écoutez, c'était la personne de. Mais il y en a partout. Bon, ok. Peu importe, de toute façon, tout est dans tout, vous affirmez à peu près tout et n'importe quoi. Non, mais c'est pas ça, c'est vous, là, excusez-moi. Donnez-nous des exemples, des preuves. Non, mais là, ils n'étaient pas là quand Zelensky on est dans le foutage de gueule, excusez-moi, vous affirmez quelque chose, et puis après, on ne donne pas d'éléments, etc. Mais je veux dire, on peut dire n'importe quoi dans cette Mais vous n'avez pas donné un seul élément non plus. Mais non, mais je vous conteste parce que si vous dites LFI a reçu des opposants, mais tout le monde a reçu des opposants. LR a reçu ses opposants. Mais attendez, on va s'en sortir les papiers et les trucs. Mais bien entendu, les partis reçoivent des opposants. Il n'y a pas d'opposition, par ailleurs, il n'y a pas d'opposition pro-poutinienne, M. Gisbert. Et en fait, vous êtes mal à l'aise parce que vous le savez. Mais c'est pas vrai. Mais monsieur ne lit pas la presse française. Mais vous n'êtes pas la question ukrainienne est très intéressante. J'aimerais juste revenir sur une chose, parce qu'il y a vraiment une espèce de confusion générale qu'on essaie d'entretenir. Donc vous me dites d'abord, oui, pourquoi pas, ce serait quand même pas mal qu'il reste un clivage entre gauche et droite. Là, de toute évidence, on est d'accord. Vous me dites, mais le Front National, le Rassemblement National et LFI
LFI, c'est pareil. Alors, je vous donne 2 exemples. Et oui, parce qu'ils ne sont pas gauche-droite pour moi. J'attends vos réactions. Première chose, vous savez qu'il y a eu plusieurs votes à l'Assemblée nationale. Malheureusement, pour le Rassemblement national, ils avaient des députés, donc ils commençaient à devoir un tout petit peu se prononcer. Vous savez que sur le rétablissement de l'impôt sur la fortune, le rétablissement, la hausse du SMIC, ils ont toujours voté contre. Donc j'ai envie de dire, vous pouvez dire, ouais, alors vaguement, vous avez dit, il me semble que c'est vaguement la même chose. Bon, bah moi, je vous réponds précisément, Monsieur Gisbert, sur les votes au Parlement, reconnaissez qu'à aucun moment, ils sont entrés dans des majorités avec la gauche du Parlement français. Ils ont toujours voté contre les propositions sociales au Parlement français. Et ça, c'est attesté. Ils ont voté contre les propositions LFI. Ouais, et LFI vote contre les propositions RN. Non, non, mais sérieusement, non, mais et puis dernier point. C'est pas un argument, sur quel point Jordan Bardella revient en premier hier, déclaration, en disant oui, alors vous comprenez, même si on gagne, ça va quand même être compliqué. On va pas pouvoir tout à fait appliquer notre programme. Mais c'est quand même, vous êtes trop observateur pour ne pas savoir. C'est très intéressant de savoir à quoi est-ce qu'on se prépare à renoncer en premier. Est-ce qu'il a dit ah oui, on va peut-être pas pouvoir tout à fait sortir de Schengen, ah, on va peut-être pas pouvoir tout à fait remettre des douanes partout. Non, il a évidemment pas dit ça. Il a dit ah, pour revenir sur la retraite à 64 ans, ah ça va quand même être difficile avant d'avoir gagné la présidentielle. Ce qui est par ailleurs institutionnellement tout à fait faux parce que c'est une loi. Vous pouvez refaire la loi, défaire la loi, il n'y a aucun problème. Et je vous dis, ces signaux-là. Il pose un autre problème là-dessus. Non, mais ils démolissent l'idée que c'est la même chose. Et moi, je suis contre ce confusionnisme généralisé qui consiste à dire aïe, 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 les extrêmes, ça se rejoint, c'est pareil. C'est pas vrai. Eh oui, mais ça vous embête, mais c'est la réalité. Dites-le 1, 2, 3, vous le redites encore une fois. On est d'accord. Il y a quelque chose de très intéressant dans la réaction de Jordan Bardella, c'est notamment en fait son incapacité à dire non à une certaine droite, et notamment avec laquelle il veut s'allier, qu'une droite LR qui, elle, n'a pas bougé d'un iota sur la question des retraites en allant en fait sur la réforme parce que ça va avec la philosophie politique de la droite libérale et de la droite républicaine. Et donc là, évidemment, il va devoir commencer à composer, comme en Italie, ça compose, avec la grande distinction qu'il y a entre le RN et les autres droites, parce que comme vous l'avez dit, il y a 50 nuances de droite. En réalité, et ces droites-là, en fait, elles sont toutes unies contre la gauche et contre les radicalités de gauche, contre le wokisme, mais notamment sur les questions économiques, elles sont extrêmement divisées. Quelqu'un, par exemple, qui est un libertarien pro-Milei, n'a pas du tout la même vision économique que Marine Le Pen ou Jordan Bardella au RN, et n'a pas du tout la même vision économique ou même la vision politique que Fratelli d'Italia en Italie. Et il y a une grande nuance, notamment sur la question ukrainienne, et je voulais vraiment faire le point là-dessus, c'est que notamment dans les autres droites européennes, vous avez des droites qui sont totalement atlantistes, c'est-à-dire pro-OTAN, pro-Ukraine et pro-américaine, et qui sont assumées telles quelles avec non, mais pas seulement, aussi l'Italie. Giorgia Meloni elle-même, en fait, elle est la plus grande des regardez, qui n'a pas voté les sanctions contre Poutine au Parlement européen? Et vous verrez que... Mais il est vrai qu'il y a des droites qui sont plutôt pro-neutralité, en tout cas pas pour fâcher la Russie. Je vais répondre parce que c'est quand même le parti... On commence par l'UDC, par votre parti. Non, je ne crois pas. Le parti n'est pas officiellement, enfin, il ne manquerait plus que ça, en fait. Pas officiellement, mais disons qu'encore ce matin, il y a eu un épisode. Le chef de groupe au Conseil national, Thomas Secchi, justement, a boudé, enfin, a fait un petit esclandre. En voulant sortir du Parlement. On peut raconter l'anecdote. Il s'est fait plaquer par la police bernoise. Apparemment, il s'est juste arrêté. Un escalier, alors qu'il y avait un dignitaire qui était président du Parlement ukrainien qui passait par là, et on lui avait dit de ne pas passer. Mais à part cette anecdote-là, et on se demande d'ailleurs si la police en fait avait autant de force d'ailleurs pour les racailles que ce qu'elle fait en fait pour les parlementaires, ce serait peut-être pas plus mal. C'est pas la première fois que l'UDC boude Zelensky quand il arrive. Il y a un vrai problème face à l'Ukraine. C'est un point très précis. Là, il faut vraiment être précis pour nos invités français. C'est la neutralité absolue qu'on veut ensuite. À géométrie variable. Non, la neutralité absolue, ça veut dire que garder en fait une capacité à réunir tout le monde, à être crédible de toutes les parties dans tous les conflits pour rassembler tout le monde. Et ça, c'est un point. Ça n'en fait pas un parti pro-Poutine. Je ne peux pas vous laisser le dire quand même. Non, pas pro-Poutine, mais disons que modéré sur l'accusation des actions poutiniennes. Le problème des dictateurs, c'est que si on n'est pas contre, on est pour. Ouais. Après, la question de l'Europe... C'est-à-dire, on a le droit d'aimer la Russie. La question de l'Europe... De ne pas aimer Poutine. Voilà. Depuis les élections, justement, il y a cette explosion quand même des droites, mais qui reste relativement minoritaire. Qu'est-ce que ça va réellement changer pour l'Europe aujourd'hui ? Est-ce que d'ailleurs Ursula von der Leyen ne va pas être reconduite parce qu'elle est tellement amie avec la reine du jeu qui est Giorgia Meloni? Mais bien sûr, elle est tranquille d'abord parce que la grande gagnante finalement de ces européennes, c'est Meloni, parce qu'en Allemagne, le gouvernement en place est déstabilisé par l'arrivée comme deuxième partie de l'AfD, par la défaite
défaite du SPD, et en France par l'explosion de laquelle on a parlé depuis maintenant un certain temps. Et donc, elle est maintenant au centre du jeu, alors que les deux grands partenaires européens, maintenant, sont défaits. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que, vous l'avez dit, que ce soit le PPE ou que ce soit les socialistes européens, ils ont suffisamment en commun. Et les grands perdants, parce qu'on n'a pas parlé des vrais perdants des élections européennes au niveau global, ce sont les Verts, et ce sont les centristes de Renew Europe, donc du parti de Macron. Et donc, on voit bien effectivement une polarité, mais pas totale, parce que les partis qui sont de ces droites dites radicalisées ou de droite conservatrices, les deux groupes qui sont séparés, qui sont ECR et ID, ont progressé, mais modérément. Et donc, on a quand même gardé, notamment au centre-droit libéral du PPE, une force qui s'est un petit peu consolidée, et ça va jouer là-dessus. Alors maintenant, évidemment, chaque pays amène un peu ce qu'il est. Alors, qu'est-ce que va amener aujourd'hui LR dans ce qu'il en reste au PPE demain? Ça, c'est une grande question. Moi, j'entendais aujourd'hui, à ce niveau-là, que le PPE est en train de virer LR du PPE si ça continue avec la ligne Ciotti. Ah bah oui, bien sûr. Bon, on en a parlé, je pense on a bien vu d'ailleurs les responsables, les principaux responsables. Vous avez vu ce texte, Larcher, Wauquiez, Pécresse, tout ça. Enfin, ils sont tous déchaînés. Non, mais ça, je crois que c'est pas le sujet. C'est encore un truc de journaliste. Ils vont tenir avec ça certainement. Moi, je crois que quelques jours, mais ça embrouille tout. Ce qu'on peut souhaiter à l'Europe, et là peut-être même qu'on arrive à être tous d'accord, c'est de sortir du régime de la grande coalition. C'est de sortir de ce régime où, in fine, le groupe, je le reconnais, des socialistes et démocrates comme ils s'appellent, le groupe du Parti populaire, dans la plupart des cas appuyé avec Renew Europe, etc., en fait, gouverner l'Europe au centre, ce qui veut dire, en fait, dans une optique assez libérale. Et donc, on a continué à plutôt... Ouais, on a continué quand même plutôt à libéraliser le marché du travail, à essayer de... On a poursuivi sur l'agenda des privatisations, des libéralisations. La France en sait quelque chose. La Suisse aussi, puisqu'on essaie de nous l'imposer à travers les négociations sur l'accord institutionnel. Et puis on a cédé sur une grande partie wokiste aussi. Non, mais tout ce qu'on peut souhaiter, c'est une politisation de la gouvernance de l'Europe. Et qu'on dise à un moment donné, OK, on fait une législature où l'Europe est vraiment gouvernée à droite. On laisse l'extrême droite et la droite traditionnelle, peut-être une fois se mettre d'accord, et puis la gauche européenne devrait avoir le courage de dire nous on est dans l'opposition, moi, je suis d'accord avec dans le vous, but éventuellement de gagner une fois. Voilà. Le rêve, c'est toujours l'alternance. L'alternance entre... D'ailleurs, c'est comme ça que la démocratie fonctionne bien. Et si elle ne fonctionne pas bien, c'est parce que justement, il y a des blocages, des obstacles qui sont certains centristes ou des gens qui arrivent au pouvoir avec l'idée de faire, j'aurai par exemple 2 électeurs sur 3. Pour moi, c'était le projet de Giscard, c'était le projet de Macron. Et je suis d'accord avec vous. Mais la gauche n'est pas pour autant obligée d'être idiote. C'est-à-dire qu'il y a... Merci du conseil. Non, jamais. Non, vous allez voir la suite. Vous allez voir la suite, parce qu'il y a 2 gauches. Et il y a une gauche très intelligente. Moi, je suis très admiratif, vous n'allez pas l'être évidemment, de la gauche social-démocrate du Danemark, qui fait des choses et qui avance. Et qui a fait un travail formidable du point de vue des dépenses publiques. La gauche n'est pas obligée d'être idiote. Elle reste de gauche. Elle est de gauche. Excusez-moi, la social-démocratie a beaucoup apporté sur le plan social à l'Europe. Et la social-démocratie, autant qu'on puisse voir, elle n'est pas morte du tout, contrairement à ce qui est annoncé. Quand elle lutte contre l'immigration et quand elle l'adopte, effectivement, comme le cas de... Regardez la carte Danemark. électorale, et la carte électorale du Danemark est hallucinante, parce que la droite conservatrice, normale, la droite, et la gauche social-démocrate sont très hauts, et les extrêmes sont très bas. Les extrêmes sont morts. Les extrêmes sont très bas. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un discours, effectivement, qui pourrait rapprocher de celui de Fredriksson et ses collègues. C'est tellement juste ce que dit Philippe. C'est qu'elle est dans le réel. C'est ça notre espoir. Une gauche intelligente et une droite intelligente. Une gauche d'extrême droite. Non, pardon. Non, mais pas du tout. Une gauche intelligente. C'est un peu du cherry picking, parce que moi, disons, il y a toujours eu un très grand spectre à droite et il y a toujours eu un très grand spectre à gauche. Et l'histoire nous apprend que, de toute façon, les victoires des camps sont des coalitions. Alors en France, on a des fois une perspective un tout petit peu trompeuse, c'est pas pour vous déplaire particulièrement, mais l'élection présidentielle fait qu'on se dit tous les 5 ans, on peut réussir une sorte de cristallisation particulière. Enfin, dans la plupart des autres démocraties, les choses bougent plus lentement, un peu comme chez nous, parfois comme un peu plus vite que chez nous, mais quand même moins vite qu'en France. Et puis, on fait des coalitions. Et donc, à votre exemple du Danemark, je vois très bien où vous voulez en venir, je peux poser celui de l'Espagne. Vous avez un chef de gouvernement qui est en difficulté depuis des années, socialiste,
qui aujourd'hui fait pratiquement... Non mais attendez, on peut quand même reconnaître... Attendez, Benoît Gaillard, il est minoritaire. Il gouverne grâce au vote en fait, des indépendantistes et des gens qui étaient jusqu'à maintenant en fait, des fugitifs qui devaient aller en prison. On vient de faire signer une loi d'amnistie en Espagne pour pouvoir continuer à gouverner. Vous êtes d'accord que quand un chef de gouvernement qui exerce le pouvoir depuis 6 ans fait 30%, on peut estimer que c'est, disons, le signe qui ne s'est pas effondré. Voilà. Non, mais, distribution par-ci, par-là de subventions. Alors il est de gauche, vous voyez, c'est embêtant, il est de gauche. D'une gauche comme celle de M. Gaillard qui marche bien, d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas très différente de la gauche de Maître Henriksson au Danemark. Excusez-moi, mais là, on va revenir sur le débat tout à l'heure. On va devoir conclure. Alors, Sanchez n'est pas LFI, vous avez bien compris, il est très loin. Politiquement, vous êtes bien d'accord. Il est pire. Mais regardez le programme. Regardez, Sanchez a reconnu la Palestine. Vous avez vu ça? Alors, si c'était Mélenchon qui proposait ça, j'ose pas imaginer les hauts cris. Donc, il l'a déjà fait. On va devoir conclure. Alors, par contre, Sanchez fait une politique redistributive de gauche, effectivement. Il a augmenté le salaire minimum. Il a fait en sorte qu'un certain nombre d'établissements bancaires payent des impôts pour tenir compte du fait qu'ils avaient une garantie de fait de l'État. Il a fait 2-3 trucs de gauche. Bon, excusez-moi, ça marche aussi. Il y a la voie danoise, il y a la voie espagnole. Et c'est, mais à la fin, le dénominateur commun, c'est de partager ce qui se passe. De tirer le pays, de sortir de l'horrible héritage qu'a laissé Merkel. Il y a la voie suisse. Il y a la voie suisse. Est-ce que justement l'Europe, parce qu'il nous faut conclure maintenant, est-ce que justement la configuration de la nouvelle Europe est plutôt bonne pour la Suisse, qui est en pleine négociation d'ailleurs avec cette fameuse et redoutée Union européenne? C'est une excellente question parce qu'on attendait ces élections pour savoir si on avait une nouvelle Commission européenne ou on avait une Europe plus Europe des nations qui serait, on va dire, un peu plus sympathique avec la Suisse dans ces négociations des nouveaux accords bilatéraux. Malheureusement, je pense que la bascule n'a pas totalement eu lieu. Je ne suis pas certain qu'on remplace Ursula von der Leyen et donc je ne suis pas certain que les négociateurs avec qui on fera les négociations pour ces accords bilatéraux soient plus sympathiques et plus Europe, disons, des nations pour la Suisse et pour nous aider à obtenir ce qu'on veut nous. Même s'ils le sont dans l'esprit. Ursula n'a pas encore gagné et je pense que Mario Draghi n'a pas dit son dernier mot. Oui, mais Mélanie préférera peut-être Ursula von der Leyen que Mario Draghi, on ne sait pas. Elle a peut-être quand même des renvois d'ascenseur à faire. Avec Draghi, oui. Alors, ce sera le mot de la fin pour ce merveilleux débat. Je vous remercie vraiment beaucoup les uns et les autres. François-Olivier Gisbert, je rappelle votre livre « Tragédie française », Alexandre Chevalier, merde comme on dit pour demain, Philippe Val, rire aussi, rire c'est bon pour la santé, on ne le dira jamais assez, et Benoît Gaillard. Merci. Et voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre le débat parce qu'il y a ces élections et puis derrière il y a les Jeux Olympiques de Paris qui s'annoncent effectivement comme... en tout cas potentiellement catastrophique, en tout cas à haut risque. Donc on en parlera la semaine prochaine avec justement les auteurs de la face cachée des Jeux Olympiques et puis d'un membre du comité olympique. On se retrouve donc mercredi prochain. En attendant, vous pouvez retrouver Le Point en tout temps, en toute heure sur YouTube, en podcast ou sur le replay Le Point de Léman Bleu, lémanbleu.ch. C'est pas le journal, Le Point. C'est pas le journal. Non, on n'est pas dans le journal. Non. C'est avec un T, le journal. Exactement, Le Point, le journal dans lequel écrit François-Olivier Gisbert, lequel a dirigé aussi ce journal, Le Point. Mais là, c'est avec un G, c'est évidemment beaucoup plus sexy. Elle l'a dit. Très bonne semaine et bonne soirée à toutes et tous sur Léman Bleu. Infomaniac, le Cloud Éthique vous a présenté Le Point.